Bonjour, je suis Alice Quinn. Je vous lis pendant le confinement des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes. Ça se passe dans une ville imaginaire, mais ce numéro-là spécialement, eh bien, ça se passe pendant le Festival de Cannes, comme cette année en 2020, le Festival de Cannes est annulé ou reporté, en tout cas il se déroulera pas en mai, eh bien voilà, nous avons un festival fictif grâce à Rosie Maldon. Je vous rappelle que ce petit feuilleton est un rendez-vous quotidien tous les jours autour de midi et qu'il est réservé aux gens qui ont envie de se détendre et d'entendre qu'on leur raconte une histoire un peu marrante. Voilà, le but c'est d'oublier quelques minutes par jour le coronavirus. On est aujourd'hui le mardi 24 mars 2020. Il s'agit de la lecture numéro 6. Hier, nous avons laissé Rosie Maldon, enfin voilà ce qui s'est passé. Elle a accompagné toute l'équipe du film Love, So, Cœur à la projection officielle au Palais. Oui, mais il se trouve que la projection a été un bide total. Le film a été hué, l'équipe a été insultée. Bien sûr, Rosie était très déçue. Elle a raccompagné l'équipe au Majestic dans l'espoir de se faire payer, mais elle n'a pas réussi à recevoir son salaire tout de suite. Alan Sergo, l'acteur de qui elle devait être la bodyguard, l'a supplié de rester avec lui pour la nuit, mais elle a refusé parce que d'abord elle le trouve un peu parano, elle trouve qu'il en fait trop, et puis aussi elle a envie de rentrer chez elle et de voir ses filles. Il lui a proposé de continuer à être son garde du corps les jours suivants. Ça, elle a accepté, elle est toujours en recherche de boulot. Et il se trouve que Blanche Dorcet, la productrice, ce qui est quand même assez extraordinaire, l'a raccompagnée jusqu'à la caravane en voiture. Et là, elle lui a aussi proposé du boulot pour les jours suivants, un boulot de secrétaire à la boîte de prod. Alors Rosie est ravie, tout d'un coup, comme par miracle, les offres de travail abondent. Elle a dans son sac raflé tous les sandwichs que tout le monde avait laissés dans la suite, donc elle est sûre d'avoir le petit déjeuner pour ses enfants le lendemain matin. Et en plus, pour signer le nouveau contrat, Blanche Dorcet, la productrice, l'a invitée pour le repas de midi du dimanche. Alors voilà, elle est ravie. Allez, je commence. Nous sommes dimanche, le jour de la disparition. 24. Le dimanche matin ressemble à tous les dimanches matins habituels. J'ouvre un œil vers 9 heures, réveillé par les miaulements désespérés de Pastis. Je comprends sa détresse, tout le monde est parti. Nous sommes seuls tous les deux. Léo a déjà emmené les enfants au parc à jouer du McDo. Il a laissé un mot sur le miroir de ma salle de bain. Il est trop fin, ce garçon. Il a pigé que j'étais rentrée tard et il m'a laissé dormir. C'est gentil, mais mes filles me manquent. Il faut que j'aille vite les retrouver. Avant de me lever, je constate que même s'il semble que j'ai du travail, peut-être même un double travail, il faut que je trouve des radis assez rapidement quand même. Tout en réunissant le linge sale qui traîne un peu partout, je me surprends à fredonner. C'est une chanson qui parle de Cinoche, un peu jazzy, ça swing dans ma tête. Flashback, tu regardes en arrière, toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Cette fois, c'est le père à Mathieu Chédid. Décidément, je suis dans les pères. Pour une fois, ma mère a un jour de retard avec son thème de cinéma, là. Maman, t'es à la traîne, c'est fini pour moi le festival, j'ai fait mon job, je remonte pas sur le tapis rouge ce soir. Bon ok, je pense encore pour un acteur, mais c'est loin d'être une star, c'est plutôt un tocard à ce que j'ai compris. Ah oui, c'est vrai, je vais aussi faire la secrétaire dans une boîte de prod, mais là, c'est un peu comme être enfermé dans un placard, tu vois. Pas de paillettes, pas de flash, pas de soirée de gala. Je nourris mon pastis qui me colle depuis que je suis debout, comme s'il se doutait que j'allais moi aussi déserter le navire. Ensuite, je mets mon linge dans un sac poubelle, j'emporte le tout à la laverie automatique. Puis je rejoins les mômes et on grignote ensemble les restes des sandwichs du Majestic dans le jardin du McDo. Tout le monde apprécie, c'est délicieux. Quelques clients, leur burger à la main, nous jalousent, ils lorgnent ce qu'on mange, se demandant pourquoi ils ne voient pas ces succulents petits pains sur leur carte. Il est un peu tôt, il manque un petit café pour que le brunch soit parfait pour moi, mais j'ai pas d'argent pour m'en prendre un.
Léo m'explique que Sabrina a eu son heure de gloire hier pendant le débriefing avec les gilets jaunes. Elle leur a tenu le crachoir un quart d'heure. Elle leur a expliqué l'impact que leur action allait avoir sur leur destin à présent. C'est vrai, ma puce. Que faire, à part l'encourager? Je veux pas étouffer l'étincelle de la confiance en elle. Oui, maman, je les ai aussi prévenus que cette action allait apporter des perturbations dans leur vie, qu'ils s'attendent à des turbulences pas toujours agréables. Ah bon? Oui, tu sais, un changement dans le quotidien, une prise de conscience, et hop, les dominos se cachent la figure. Je note que le mot du jour doit être prise de conscience. Ou peut-être turbulence, ou perturbation. Je répète bêtement. Prise de conscience, vraiment. Arrête de faire ta psy avec moi, dit-elle en riant avant de partir jouer avec les jumelles qui la tirent par la manche. Léo me prête son téléphone pour que j'entretienne la flamme de mes relations sentimentales avec mes pseudo-amoureux virtuels, puis les enfants exigent de raccompagner Léo jusqu'au select. Dès l'entrée, je suis estourbie de questions par Mimi et Pascal. Il n'y a que Tony qui se renfrogne derrière son comptoir. Il fait semblant d'être plongé dans l'examen d'un magazine d'annonces immobilières. Je vois bien qu'il a ouvert ses oreilles comme des feuilles de chou pour ne rien perdre de mon récit. Quand j'aborde la parano de Sergo et ce qu'il m'a confié la veille sur son futur mariage encore confidentiel, Pascal réagit au quart de tour. En tant que complotiste paranoïaque tout azimut, il connaît par cœur tous les ragots sur les people, célèbres ou non, et y voit dans cette histoire un rapport direct avec le monde du foot et sa mafia. Les matchs truqués, les achats de footballeurs d'un club à l'autre, les arbitres vendus, les joueurs allongés, les pontes de la FIFA compromis, les enveloppes occultes russes, chinoises ou qataris d'un club à l'autre, et les coups montés. Il me sort en vrac toutes ces données avec son analyse perso. J'écoute d'une oreille distraite parce que le foot, la politique et la mafia, c'est pas ma tasse de thé. En ce moment, avec l'entrée en 6e de Sabrina qui se profile, je préférerais avoir des conseils sur les filières à suivre au collège, les erreurs à ne pas commettre dans la jungle de la navigation scolaire, comment éviter le racket et ce genre de gracieuseté qu'elle va rencontrer. Parce que c'est clair que là, je surfe à l'aveugle. Heureusement, il y aura Simon je devrais dire, pour nous guider. C'est bientôt l'heure de mon rendez-vous de boulot. Quand Tony apprend que je ne reste pas travailler chez lui, il se renfrogne encore plus. C'est pas possible de râler autant, Tony. Non, mais je voudrais juste savoir si je dois m'inscrire sur une liste pour que tu daignes venir bosser au select de temps en temps. Écoute, Tony, t'es adorable, tu sais bien que c'est pas mon genre de cracher dans la salade. Soupe, dit Mimi. Quoi, soupe? On dit cracher dans la soupe. C'est exactement ce que j'ai dit. Bon, puisque c'est comme ça que vous vous êtes tous donné le mot pour me bassiner, je vous laisse entre raseurs. Sur ce, morue pourrie te salutant. C'est un petit jeu de mots à ma sauce, sauf que personne ne rit ou personne ne comprend, à part Sabrina qui me dit « C'est drôle, maman ». Tony détourne la tête, boudeur, les petites font la bise à Léo et nous rentrons tranquillement à la maison en faisant un détour vers la laverie. Tout est lavé et séché, je prends quelques minutes pour bien plier, c'est grâce à ça que j'ai jamais besoin de repasser. Pastis nous guettait depuis sa petite lucarne. Au moment où il nous voit, il effectue un demi-tour à une vitesse éclair, fonce par le fenestron de derrière, se précipite à notre rencontre sur le terrain vague. Il saute dans les bras de Sabrina qui craque. « T'as vu, maman, de plus en plus c'est sur moi qu'il saute maintenant. » Je t'avais dit que c'était juste une question de taille. Maintenant que tu as grandi, il peut mieux s'étaler avec toi. Il aime bien ses aises. Douche, enfilage de fringues propres et pile poil, on est prêt à temps. Pastis est tellement écœuré de voir qu'on l'abandonne à nouveau un dimanche qu'il se barre dans les cimes de notre arbre devant la caravane pour nous observer de loin avec dédain. Au moment même où je ferme la porte de mon sweet home à clé, j'entends des gravillons écrasés tout près. Pas de bruit de moteur, c'est normal, c'est la grande prêtresse elle-même qui s'est déplacée pour venir nous chercher.
Indécrottable optimiste, je me dis qu'elle a peut-être compris l'allusion hier soir et qu'elle va me donner une enveloppe avec mon salaire dedans. Les petites s'engouffrent à l'arrière et je m'assois à côté de la conductrice. Au lieu de lui demander si elle a des sous pour moi, je me mets à l'engueuler. Excusez-moi, ça commence vraiment à m'inquiéter, votre délire là. Qu'est-ce que vous avez après moi? C'est vrai, vous aviez parlé d'un chauffeur et vous venez vous-même me chercher? Depuis quand une productrice n'a rien de mieux à faire que le taxi pour une secrétaire? Tu vas être secrétaire, maman? A demandé Sabrina, contrariée. Blanche a ajusté son rétro pour l'observer. Pourquoi tu n'as pas l'air contente que ta mère travaille? C'est pas ça, mais maman, elle est mieux comme psy ou comme serveuse au select. Secrétaire, c'est pas pour elle. Pourquoi ça? Elle a besoin d'action, elle pourra jamais rester prisonnière d'un bureau, c'est mauvais pour sa lumière, et moi je veux pas qu'elle s'éteigne. Emma demande. La dame, elle veut t'éteindre, maman? Vous arrêtez un peu, c'est quoi ce ciné? Justement, la dame, elle fait des films, alors vous pourrez pas la voir comme ça. Elle en connaît un bout plus que vous. Lisa ronchonne. Je veux pas aller chez la dame si elle veut t'éteindre, maman. Ça tombe bien, puisqu'on ne va pas chez moi, dit Blanche. On va à la plage, déjeuner. Vous avez faim? Elle sait les prendre parce que le vent de mutinerie qui a failli souffler retombe aussi vite. Je voudrais vous présenter mon mari, si Rosie est d'accord, dit Blanche. Cri-cri, je préfère. Pour quelle raison vous voulez nous présenter leur présenter Dorsey? C'est de plus en plus louche, votre histoire. Elle fait comme si son souffle lui manquait. Elle ouvre la bouche sur un mot qui ne veut pas sortir. Et juste à ce moment-là, nous arrivons derrière l'hôtel. Un jeune stagiaire car park valet service prend les clés et nous parcourons au pas de course le hall de l'hôtel de l'arrière vers l'avant. Toujours au même rythme et en courant derrière la Dorsey, nous traversons la croisette et nous descendons jusqu'à la plage où quelques personnes nous attendent à une table ronde. Jusqu'à présent, j'ai toujours pas vu l'ombre d'un radis. 25. Je m'attendais à un banquet avec tout le personnel de la boîte de prod. En fait, il n'y a que Audrey et un bonhomme, même si les deux dos, je reconnais tout de suite Dorsey. Ils sirotent leur spritz, tous les deux. Quand ils me voient, ils se lèvent en faisant tomber sa chaise. Un serveur se précipite pour la ramasser. Blanche présente le réalisateur aux enfants comme pour une cérémonie. C'est très étrange comme situation. Les jumelles pouffent de rire nerveusement. Elles sentent qu'il y a quelque chose de bizarre. Michael Dorsey, mon mari, et voilà les enfants de notre superwoman. Attention, Michael. Rosie veut qu'on ne l'appelle que Cri-Cri. Elle émet alors un drôle de rire aigu de faussé. Audrey nous fixe tous comme si on était tombés sur la tête. Je ne sais pas quoi faire. Ce type m'a à peine regardé hier pendant toute la soirée, sauf pour répéter en boucle Superwoman, 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 et soudain, le voilà tout ému devant les filles et moi, comme s'il me rencontrait pour la première fois. Bon, c'est là qu'on dit How do you do ou enchanté ou ravi. Mais de quoi? Je me demande à quoi rime tout ce cirque. Emma et Lisa, hissées sur leurs chaises, réclament des frites à corps et à cri. Sabrina observe le mari de Blanche avec méfiance. Sabrina, arrête de dévisager Monsieur Dorsey. C'est le mari de ma patronne et c'est un réalisateur célèbre, alors essaye d'être bien élevé. Maman, je crois que tu es trop naïve, me répond Sabrina. Arrête de faire ta psy toi aussi et choisis une boisson pour commencer. Pourquoi a-t-elle dit ça? Demande Audrey. Sabrina plonge son regard dans les yeux de la responsable de la communication, comme si elle voulait l'hypnotiser, et elle lui dit « C'est simple, une patronne, ça mange pas avec sa secrétaire, ça présente pas son mari. Alors je crois que Madame Dorsey, elle fait semblant d'être sa patronne. » Mari et femme échangent un regard mal à l'aise, et Audrey ne sait pas quoi répondre. Pour une fois, je ferme mon clapet. Il va falloir que je creuse sérieusement ce que me veut la meuf au chapeau. Les Dorsey me font signe de m'asseoir entre deux. Le repas est étrange. Décidément, le film d'hier continue. On nage en plein scénario fantastique. La chanson de ma mère n'était pas tout à fait en retard, finalement. Le cinoche continue. Chacun semble perdu dans ses pensées. De mon côté, c'est normal, ça turbine sous mon couvercle.
Audrey est repartie dans ses plans marketing, la patronne et le génie, c'est pas normal. D'ailleurs, leur mutisme est très bavard. Des milliers de mots se bousculent au portillon de leur bouche et n'arrivent pas à sortir. Ils voudraient, mais n'osent pas. C'est flagrant. Quand on arrive au dessert, je donne un coup de pied dans ce silence. Et vous faites quoi dans la vie, monsieur Dorsey, quand vous ne réalisez pas des films qui se cassent la figure? Tout le monde a sursauté au son de ma voix. Dorsey éclate de rire. Je joue dans des séries, dit-il avec son accent de... Je joue dans des séries, dit-il avec son accent de la doublure des Laurel et Hardy. Chaque fois qu'il y a un second rôle anglo-saxon dans une de vos séries françaises, c'est moi l'anglais de service, ou l'américain. Au départ, vous êtes anglais ou américain? Je suis canadien. Canadien, j'en ai connu un il y a quelques années. Il s'appelait Linus Robinson, dit Sabrina, c'était l'amoureux de maman. Oh l'amoureuse, chantent en chœur les jumelles. Vous avez connu Linus? Demande Blanche. C'est drôle, j'ai fait un documentaire sur lui il y a quelques années. C'est devenu un ami. Je change de conversation parce que je n'ai pas envie de ressasser certains mauvais souvenirs. Quand j'y pense d'ailleurs, mes histoires d'amour finissent mal en général. C'est en grande partie ma faute. L'idée de me retrouver liée à un même bonhomme toute ma vie me paralyse d'horreur. Et puis je ne sais pas pourquoi, la plupart du temps, au bout de quelques jours, l'attrait disparaît pour moi. J'ai envie de retrouver mes pénates, tranquille, et surtout que personne me demande des comptes sur mon emploi du temps. Tony le fait assez tout le temps, c'est suffisant. Lui j'accepte parce que c'est pas privé, c'est professionnel. Donc, vous êtes spécialisé en plantage? Blanche Dorsey prend la défense de son mari. Je connais bien mon métier. Les films sont remboursés avant leur sortie. S'ils marchent bien, c'est formidable. Et s'ils ne rencontrent pas leur public, nous ne perdons rien. Bien sûr, c'est toujours mieux quand un film marche, mais c'est la vie. J'en ai vu d'autres. Et Michael aussi. Ah, c'est pratique comme système. Tous les autres sont des cons, vous êtes des génies et en plus vous ne perdez rien. Oui, c'est un système qui permet de faire des films parfois difficiles, exigeants, sans être forcément tributaire des ventes et du public. Je sens une migraine qui commence à me serrer le front. Elle ne se rend pas compte, elle continue. Les gens ont de la merde dans les yeux. Ils ne savent pas reconnaître le génie. L'argent n'est pas le plus important. Oui, l'argent peut même être un gros mot parfois. Elle ne relève pas mon sarcasme. Tout à coup, je remarque l'absence de notre star footballistique. Ça s'est bien passé, vos conférences de presse ce matin? Sergo était en forme? On a fait sans lui, il n'est pas venu, dit Blanche Dorsey furieuse. Faut dire qu'avec la cuite qui s'est prise hier soir, je dis, je comprends que... Vous n'avez pas essayé de le réveiller? Non, dit Audrey, il est hyper chatouilleux sur ce point-là, il nous l'a interdit. On a réussi à se passer de lui, c'est tout. Ok, bon, les journalistes n'ont pas vraiment apprécié son absence. Surtout qu'ils avaient aiguisé leur croc. Ils avaient prévu de le manger tout cru. Ils voulaient aussi lui poser des questions sur son altercation avec les gilets jaunes hier matin. Et vous, monsieur Dorsey, ça s'est bien passé avec les journalistes? Oh, moi, j'ai l'habitude des lynchages, et puis certains critiques aiment mon travail, alors à la fin d'une conférence, en général, ils finissent par s'insulter entre eux. Vos filles sont vraiment mignonnes, vous devez être heureuse. Le pauvre, il ne sait pas que, sur le sujet de mes filles, comme sur celui de Pastis, je suis intarissable. Tout en parlant, je guette chez lui le signe du premier bâillement d'ennui, mais non, il a l'air passionné par mes histoires, et je vois bien que Blanche Dorsey écoute aussi, tout en prenant un air indifférent. Les jumelles ont fini frites et glaces, et elles trouvent soudain Dorsey très attirant avec sa barbiche, sa casquette, et elles se mettent en tête d'envahir sa place forte. La reddition est acquise. Il se laisse faire avec délice tout en écoutant mes histoires dithyrambiques sur Masmala. Sabrina met son grain de sel de temps en temps, suscitant un grand intérêt. Les époux Dorsey se regardent, ravis, admiratifs. En général, c'est moi qui ai ce regard-là devant mes enfants. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans leur caboche. S'ils croient endormir ma méfiance en me faisant parler des filles, ils se fourrent la cuillère à dessert dans l'œil jusqu'au manche.
Oui, je sais, c'est pas l'expression exacte, mais tout le monde a compris. Michael Dorsey n'a plus de casquette sur son crâne, ses cheveux sont en pétard, sa barbichette tiraillée, son t-shirt tire-bouchonné, et il affiche un sourire béat. Ils veulent tous nous adopter ou quoi? Désolé, j'ai déjà Gaston qui joue ce rôle dans ma vie. C'est comme un père adoptif. J'en ai pas besoin d'un autre. Et ma mère, je veux pas la remplacer. Ou alors, ils veulent m'embobiner pour me forcer à un acte délictuel. Et quel rapport avec mon nom de famille, puisque tout a commencé quand je l'ai prononcé? Le temps passe vite quand je parle de mes gosses, et soudain, Audrey se lève. Elle a bâillé plusieurs fois. Bon, c'est pas pour jouer les rabat-joie, on a du pain sur la planche, dit-elle. Vous venez, Blanche? Le type de la Warner nous attend au Carlton. J'y vais, dit Blanche. À mon avis, il veut annuler le pré-contrat qu'il avait signé avec nous en confiance. Ferrier, soyez gentil d'accompagner Rose, Cricri à nos bureaux, à l'hôtel, pour la présenter d'abord à notre équipe. Ils lui donneront du travail de secrétariat en retard, ok? Les classements, quelques emails basiques à envoyer, etc. Comment? Mais elle est... Oui, je l'ai engagée hier soir, j'ai oublié de vous le dire, Ferrier. Vous direz qu'on établisse un contrat. Des malades du contrat, ces gens-là. Et ses enfants? Balbutie Audrey. Elle les emmène avec elle. Mais... Blanche Dorsey ne l'écoute plus et part en avant. Je vous accompagne, dit Michael. Je m'occuperai des enfants. Audrey roule des billes incrédule. Je jette un regard sur notre table et je constate qu'il reste des tas de frites et de la tourte niçoise. Je glisse 2 mots au serveur à part. Nous voilà tous partis vers l'hôtel. J'essaie de marcher à la hauteur d'Audrey et je lui glisse. Vous sauriez quand je recevrai ma paye pour hier soir? Aucune idée, ça dépend pas de moi, c'est le comptable qui... Je me tais un moment, puis dans l'ascenseur, je me penche vers elle et je lui demande. Vous croyez que je pourrais avoir une avance sur mon salaire? Cette fois, elle me regarde, exaspérée. Je vous l'ai déjà dit, il faut demander au comptable. Il est où? C'est qui? Il est à Paris. Vous l'aurez pas avant demain, puisqu'il ne travaille pas le dimanche. 26. Quelques minutes plus tard, après qu'Audrey m'a présenté à son équipe, et en particulier à la chef de ses collaboratrices, une certaine Florence, me voilà affublé d'un casque sur la tête et d'un ordinateur devant moi. Je dois faire partir plusieurs emails, après avoir retranscrit des textes enregistrés par la patronne. Bien entendu, avant de les envoyer, je dois les montrer à Florence, pour qu'elle les vérifie. Il y a toujours un bourdonnement dans la pièce, des gens affairés, mais il me semble que la tension est un poil plus élevée. Une sorte d'effort désespéré pour faire comme si le film était toujours dans la course, comme si tous les partenaires n'appelaient pas pour décommander les rendez-vous, comme si le bébé avait encore toutes ses chances. Michael Dorsey m'a demandé la permission d'emmener les enfants au manège. Après avoir pesé le pour et le contre, je me dis qu'il n'y a aucun risque qu'il les fasse disparaître ou qu'il les enlève, et je l'autorise à les emmener pour mieux me concentrer sur mon travail. En s'éloignant, il me crie « Vous venez à la fête sur le yacht ce soir ?» Sans bien comprendre de quoi il s'agit, je fais non de la tête. Je n'aime pas trop me faire coincer dans des traquenards soi-disant festifs, entourés de gens que je connais pas. Et puis, je serais pas à ma place. Un yacht, franchement. De toute façon, le soir, j'aime bien rentrer chez moi et m'occuper des filles. Avant de commencer le boulot, je demande des nouvelles de mon patron de la veille. Il est réveillé, monsieur Sergault? Non, il dort toujours. On frappe à la porte de la suite, je vais ouvrir. C'est le room service qui apporte un paquet pour Rosie Maldon. Je sais qu'il s'agit du doggy bag contenant les restes du repas que j'ai demandé au serveur tout à l'heure. Personne n'ayant rien remarqué avec le remue-ménage qu'il y a ici, je glisse le paquet dans mon sac, ni vu ni connu. J'aime pas le gaspillage. Toute fière, je termine assez rapidement la rédaction de mes messages et j'appelle ma chef, Florence, pour lui montrer mon travail. « J'arrive, me répond-elle, agacée d'être dérangée. Prenez donc une pause en attendant. » Je me fais un café à la machine, puis j'admire la vue, et je passe et repasse devant la porte de la chambre de Sergault. J'ai envie de le réveiller pour discuter un peu, c'est vrai. Je pourrais lui demander qu'il aille retirer de l'argent à un distributeur pour m'en prêter un peu en avance sur mon salaire.
Je regarde autour de moi, tout le monde est occupé. J'entre rapidement dans la chambre. D'abord, je ne vois rien. Tout est sombre. Puis je m'habitue peu à peu à l'obscurité et je distingue quelques détails. C'est le choc. Premièrement, le foutoir. Tout est sens dessus, dessous. Des chaises renversées, des guéridons par terre, ça craque sous mes pieds. Du verre brisé. Je monte vers la fenêtre pour ouvrir grand les rideaux occultants. Je me retourne. Le lit est défait, vide. Les draps emmêlés traînent par terre. Pat Sergo se prélassant, la bouche pâteuse, le regard glauque après une bonne nuit de biture. J'appelle doucement puis de plus en plus fort. « Monsieur Sergo! Monsieur Sergo! Vous êtes là ?» Je me penche pour regarder sous le lit. Personne. Les placards? Personne. Soudain, la porte s'ouvre. La chef de la bande à Audrey, Florence, me toise. Mais, qu'est-ce que vous faites là? Sergo a disparu, je m'écrie. Il n'est plus dans son lit. Je pense à ma mère et à sa chanson. On est passé d'un film intello à un film d'espionnage sans m'avertir. Il a dû rejoindre la patronne, répond Florence, désinvolte. Et vous ne l'auriez pas vu passer? Et ces verres cassés? Et ce mobilier renversé? Vous trouvez cette scène normale? Je lui demande en désignant la grande chambre d'un geste circulaire. C'est un spectacle ordinaire quand les gens rentrent bourrés de leur folle nuit, dit-elle blasée. Elle frappe à la salle de bain privée. Alan, tu es là? Elle ouvre. Même topo, il n'y a personne. Bon, ok, je préviens la patronne. D'abord venez, j'ai 2 mots à vous dire à propos de votre boulot. Mes emails de rien du tout sont plus importants pour elle que la disparition de Sergo. Elle me précède et m'emmène vers mon ordinateur. Elle se penche et lit à voix haute. Enfin, quand même, recevoir avec un S? Vraiment? Cher avec AI? Sortie avec Y? C'est une blague. Je me décompose. Encore un boulot qui va me passer sous le nez. Tout ça pour quelques mots orthographiés à ma façon. Ça va, c'est pas un crime. Non, c'est pas une blague, je balbutie. Mais vous avez quoi comme diplôme? Pigier? Un BTS? Gestion? Non. Vous avez le bac? Non, je me suis arrêtée en 4e, je dis, piteuse. Et puis, je me souviens que j'ai un atout. Mais ma 4e, je l'ai faite 3 fois. Je la connais par cœur. À ces mots, elle m'observe soudain avec plus d'intérêt. Elle se gratte le coude, puis la cheville. Elle ouvre et referme la bouche plusieurs fois. Puis, sa sentence est émise. Virez. Allez, ramassez vos affaires et sortez. Comment voulez-vous qu'on travaille ensemble si je dois tout refaire derrière vous? C'est une perte de temps. Vous êtes une perte de temps pour moi. Je comprends. Elle se radoucit. Ce n'est pas personnel, comprenez-moi bien. Enfin, je ne vois pas comment je... Ok, n'en rajoutez pas, j'ai compris. C'est pire quand elle essaie d'être gentille. Je prends mon cabas recyclable et je me dirige vers la porte. Je l'entends composer un numéro et communiquer l'info sur la disparition de Sergo. Pas un mot sur mon renvoi. Je ne vaux même pas la peine qu'on en informe ma patronne. Je sors. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors je vous donne rendez-vous à demain pour la suite.